c'est pas grave si je passe je ne sais pas combien de temps à branler un mec ou à le sucer et avoir une crampe à la main. Mais par contre, quand il est en train de s'occuper de moi, je me demande j'espère qu'il s'ennuie pas, j'espère qu'il se fait arracher. Enfin, voilà. Et en fait, ça fait résonner avec la honte des petites filles, en fait, de découvrir la masturbation, quoi. Et je me rappelle même, petite, d'avoir pris la décision à un moment d'arrêter de me masturber. Genre, jour de l'an, bonne résolution. Une des raisons pour lesquelles je fais pas de transition chirurgicale, c'est parce que en fait, je tiens trop au plaisir que ce corps-là me donne. T'autoriser à faire que ce que tu veux et ne pas faire ce que tu veux pas, mais juste trouver des gens où il y a un match de volonté, quoi. C'est pas grave s'il n'y a pas d'orgasme, en fait. Et jouir, ça veut dire avoir du plaisir, et avoir un orgasme, c'est avoir un orgasme. C'est deux trucs différents. Donc tu peux jouir pendant 1 heure sans avoir d'orgasme, en fait. C'est vrai que la société est hyper sexualisée, mais c'est pour les pubs de shampoing et pour le porno. Mais par contre, quand il s'agit de vraiment parler de sexualité, de manière un peu concrète, ouverte, explicative, il n'y a plus personne, quoi. Hello les amis, bienvenue dans ce 9e Pillow Talk. Je vous fais cette petite intro depuis mon lieu de week-end. Donc je vais pas faire très long et je pense que ça va être un peu différent d'habitude en termes d'ambiance puisque je suis là à la campagne, je prends l'air, j'ai viens d'échapper à Paris, ce qui fait beaucoup de bien. Alors, dans cet épisode, j'ai peut-être un petit trigger warning à vous faire qui est que, comme on parle de désir et de plaisir, on a mentionné des agressions sexuelles à un moment donné. Après, c'est un peu dur de vous dire à quel timecode exactement, et c'est juste des mentions, donc on n'a pas de grosses descriptions longues, etc. Mais c'est des sujets qui sont arrivés dans la conversation. Donc si c'est quelque chose qui vous trigger absolument, je comptais quand même vous le dire et que c'est important que vous le sachiez. Mais il n'y a pas de longue explication et je peux pas vraiment vous dire un timecode exactement où il faudrait que vous sautiez dans la vidéo. Donc pourquoi pas, si vous êtes concerné par ce trigger-là, peut-être demander à quelqu'un de le regarder avant vous ou de le regarder avec quelqu'un à côté de vous et de bien vous écouter et de faire pause et d'arrêter si vous voyez que c'est pas ok pour vous d'entendre cet épisode. Voilà, et écoutez, merci à toutes celles et tous ceux qui suivent SSB, qui suivent mon travail depuis des années, parce que sans vous, cette série de vidéos n'aurait pas pu exister puisque vous le savez, c'est totalement autofinancé et financé par ma société qui s'appelle Se Sentir Bien, donc merci beaucoup pour ça. Si vous avez à un moment donné acheté un programme, un accompagnement, un coaching, un atelier, une immersion comme il y en a une bientôt en janvier, n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez en savoir plus, ce que je fais, mon travail, etc. J'aurais mis les liens en barre d'infos parce que je prends pas le temps ici de vous expliquer vraiment mon travail. Et puis, quoi vous dire d'autre ? On se retrouve comme tous les mercredis à la suite des épisodes. On se retrouve mercredi prochain en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch et à nous rejoindre mercredi de 21h à minuit. Et puis, sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode déjà. Donc on arrive vraiment vers la fin. En attendant, bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao. Déjà, merci d'être là, c'est trop cool. Aujourd'hui, on est là pour parler de désir, de plaisir. Alors moi, j'ai déjà le FOMO de tout ce dont on va pas pouvoir parler en 1h30. Mais la thématique, c'est plaisir, désir et toutes les peurs autour de la sexualité. Donc moi, je me suis marqué quelques mots-clés, donc je vais vous les lire juste pour que vous ayez un peu une idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler de toutes ces choses-là, mais les choses que je me suis écrites, plaisir, vulve, pénis, prostate et autres organes génitaux, éjaculation féminine, même si j'aime pas trop le mot, orgasme, orgasme sans éjaculation, libido, désir, peur, douleur durant la sexualité, jouet, etc. Ça me donne un peu une idée des mots-clés. L'ampleur de la tâche. Voilà. J'ai envie de rajouter téton. Téton, voilà, il y a plein de... Bon, bref, on va parler d'un peu tout ça. Je le dis d'ores et déjà, mais maintenant, je pense que l'audience, vous avez l'habitude, puisque ça fait quelques semaines que vous avez regardé ça. Mais il y aura un live Twitch à la sortie de ce talk, donc ne soyez pas frustrés non plus même si la frustration fait peut-être partie du plaisir dont on va parler. Il y aura l'occasion d'en rediscuter, de poser des questions, d'aller plus loin en fonction de qui sera là. Donc vous allez vraiment faire le contenu avec nous, donc voilà. Pour entamer cette discussion, parce que ça va se passer sous forme de discussion, je propose qu'on fasse un tour de prénom ou pseudo, comment vous voulez qu'on vous appelle, pronom, et un mot que vous évoque le talk d'aujourd'hui. On commence d'où vous voulez, et je suis sûre que vous savez dans quel sens on tourne. Anti-trigonométrique. Dans le sens anti-trigonométrique. Très bien. C'est quoi le sens anti-trigonométrique ? C'est le sens horaire. C'est parti donc.
Qui veut commencer? Prénom, pronom et un mot. Ça donnera le ton de la Allez, conversation. j'y vais. Lille, mon pronom c'est il. Et le mot qui me vient par rapport à ce talk, c'est kiff. Nova, Yel, apprentissage. Dani, prenons elle. La vie. Déborah, pronom elle. Incompréhension. Esther, elle, injonction. Marion, pronom elle. Moi, j'ai envie de dire quête. Qu'est-ce qui motive votre présence sur ce talk? Mis à part le fait que je vous ai proposé, qu'est-ce qui motive le fait que vous avez dit oui? Pareil, là on peut le faire en popcorn. Pour le coup. Popcorn, c'est quand on suit pas un cercle. Vous comprendrez. Moi, il y a clairement une question de, comme je le disais dans le mot d'introduction, d'apprentissage en fait. Et on utilise beaucoup ce mot, c'est un mot un peu à la vogue, mais pour moi, il a tout son sens ici de déconstruction. Comment on déconstruit sa sexualité, comment on sort des injonctions. Tu as utilisé le terme d'injonction, je trouve que c'est un mot qui est assez fort et qui est assez présent dans la sexualité. Et je trouve que dans la sexualité, il y a beaucoup d'injonctions. Et qu'on parle parfois des injonctions faites aux femmes et au genre féminin, mais en fait, il y a aussi le côté masculin qui subit beaucoup d'injonctions. Et du coup, moi, ça m'intéresse en fait de partager ça, parce que je pense que j'ai fait une partie du chemin de cette déconstruction, même si on n'est jamais complètement déconstruit. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de tout ça et puis de peut-être donner à voir ou entendre en fait tout ce qu'on peut déconstruire, tout ce qu'on peut changer dans sa sexualité quand on est une personne qui a été éduquée comme un homme. Et voilà, je vais dire des mots-clés, mais les concepts de performance, de résultats, d'endurance, de nombre de conquêtes, enfin tout ça. Et tout ce qui est associé dans la peur du rejet, la peur d'être un pucix, comme c'est utilisé sur les réseaux sociaux un peu, ou dans certains milieux, je pense le milieu du jeu vidéo, qui vient catégoriser des personnes qui n'ont pas de relations sexuelles, et du coup toutes les peurs qui y sont associées. Et voilà, moi j'ai envie de parler de tout ça et de mettre un peu en lumière tous ces enjeux, à la fois de déconstruction d'injonctions, de se réapproprier aussi son corps. Voilà, la prostate aussi, c'est un organe masculin qui est parfois un peu moqué, associé à de l'homophobie, plein de mystères. Enfin voilà, moi j'ai envie de parler de tout ça et un peu de casser une forme d'omerta qu'il peut y avoir sur ces sujets-là. Merci. Dans mon cas, j'ai dit le mot incompréhension. Et je pense que j'ai vraiment pas toujours tout compris, en fait. Enfin, c'est normal que ce soit autour du désir, des peurs. Il faut un moment de questionnement avec toi-même, de déjà savoir de quoi tu as peur. Parce que c'est assez irrationnel en général. Ça peut être des douleurs, ça peut être le regard de l'autre, ça peut être ton propre regard aussi. Et en fait, moi, pendant longtemps, j'ai été dans l'incompréhension juste parce que c'est des sujets dont on ne parle pas. Donc à partir du moment où on n'en parle pas, c'est assez simple de se retrouver, on va dire, seul dans son coin, à se questionner sur ses désirs. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que je devrais en avoir peur? Enfin, toutes ces choses-là. Et je pense que d'avoir un espace de discussion où on peut partager autant de nous, comment on l'a vécu, que toutes les discussions qu'on a déjà eues, en fait, ça permet à la personne qui regarde de juste, des fois, avoir cette pensée de « Ah oui, mais je suis normale. Ah oui, mais en fait, je comprends. Il y a un truc, c'est pas forcément que de l'incompréhension et des zones d'ombre, quoi. » Donc ouais, c'est ça. Du coup, j'ai envie de prendre la suite. Moi, si je suis particulièrement heureuse d'être là, c'est que c'est aussi ça fait partie de mon travail d'accompagner des personnes là-dessus. Et du coup,
C'est quoi ton métier ? Je suis sexothérapeute et donc du coup, avant de me former, je connaissais pas, je connaissais les difficultés qu'il y avait dans la sexualité, mais j'en ai découvertes aussi en me formant. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, mais qui sont en panique parce que c'est des sujets qui touchent à l'identité, à son rapport à soi, à son rapport à l'autre, et qui sont complètement en PLS de dire en fait, je suis pas normale, je suis cassée et j'ai envie en fait qu'on aille là-dessus et qu'on puisse dire ça s'apprend. Ça se soigne et on peut être accompagné et c'est possible. Et le fait de pouvoir le déposer ici et de le rendre visible, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui vont déjà avoir du soulagement en se disant waouh, en fait, je suis pas toute seule à vivre ça, quoi. De ouf. Personnellement, j'ai envie de parler de la notion d'excitation et de ce que c'est désirer et ce que c'est être excité. Est-ce que c'est différent ou pas ? En quoi il y a des désirs En fait, le côté corps ou esprit, ou est-ce que ça a bien du sens de séparer les deux ? Et je crois que j'ai aussi envie... En fait, c'est ça, moi j'ai un enjeu de dédramatiser l'enjeu de qu'est-ce que c'est en fait kiffer et prendre du plaisir, et à quel point des fois ça peut être pas là où on s'y attend. Parce que comme me disait Esther, il y a beaucoup d'injonctions, et des fois en fait ce qui va nous faire kiffer, c'est pas ce qu'on devrait kiffer. Et du coup, moi j'ai des enjeux avec ça en fait c'est ok si toi ce que tu aimes c'est qu'on mette des doigts dans ta bouche pendant 1 heure. Et juste si c'est ça ton kiff, c'est ok en fait. Et c'est ce tendance de qu'est-ce qui nous donne du plaisir et est-ce qu'on peut s'autoriser à demander que ça en fait. Pour moi, ça rejoint un peu le talk sur le fantasme, sur les fantasmes. Et je vous rejoins chacune en fait. Pour moi, c'est hyper important de lever les tabous et de parler de ces sujets-là parce qu'effectivement, quand on n'a jamais entendu quelqu'un qui peut avoir les mêmes désirs que nous, les mêmes peurs que nous, ça peut vraiment être flippant ou source de culpabilité, de honte. Et pour moi, les tabous, c'est... j'ai vraiment l'impression que c'est une des plus grosses sources de violence tournée vers soi, mais tournée aussi vers les autres parce que compulsion, parce que manque d'éducation, etc. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir des espaces pour pouvoir parler de ces sujets-là et de nos désirs, de nos peurs. Voilà pourquoi je suis là. Ouais, et moi, ça me donne envie aussi de dire finalement la raison pour laquelle je suis là ou qu'on a d'ailleurs ensemble choisi la création de ce talk toutes les deux. Parce que j'avais fait un premier programme prévisionnel, puis c'est avec Marion qui travaille avec moi sur certains ateliers qu'on fait autour du corps et la sexualité. Parce que je suis pas juste youtubeuse, je suis coach aussi. Et plutôt coach émotionnel, etc. Et on fait des choses ensemble. Et je crois que le truc qui me plaît dans le fait de parler de ça, et ce qui me plaît dans le fait de le faire maintenant, à la sortie finalement, on a parlé de tantra, on a parlé de BDSM, on a parlé de choses de fantasmes, on est allé vraiment dans des espaces finalement un peu polyamour, on a parlé de choses, je sais pas comment dire, un peu intenses, et finalement parler de désir et de sexualité vanille, comme on en parlera la semaine prochaine pour vous, mais pour nous cet après-midi. Moi, c'était important de terminer là-dessus et de nous ramener finalement à des choses assez centrales dans tout ça. Quel est mon imaginaire et qui nous touche tous, quelles que soient nos envies sexuelles, nos fantasmes, nos kinks et les trucs qui nous parlent et ceux qui ne nous parlent pas. Et moi, je me suis retrouvée à titre personnel vachement face à ça, même quand j'ai rencontré les milieux sexpo, où j'avais l'impression que j'allais pouvoir me libérer. En fait, je me suis retrouvée dans un espace où on m'a expliqué que le sexe pénétratif, il n'y avait pas que ça, et que limite, c'était mal.
Et je me suis retrouvée à me dire, oui, mais moi, j'aime bien, donc Mhm. qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sens rien dans ma vulve, donc qu'est-ce qu'on fait? Genre, je désire pas les bonnes choses, je me suis fait tout un truc, et je pense pas être la seule, en fait. Et je pense que c'est important qu'on en parle, et qu'on en parle après tous ces sujets-là. Parce que je pense que ça libérera pas mal tout le monde. Je vais pas développer plus parce que je pense que je le ferai après, parce que ma question maintenant, j'aimerais bien vous demander, vous, quelle est, dans la mesure de ce que vous voulez bien partager publiquement, mais quelle est votre histoire par rapport à votre propre désir, par rapport à votre propre plaisir? Je vais bien commencer. Vas-y. Pas évident, j'ai l'impression, ce parcours. Déjà, bon, franchement, je pense que j'ai ces prises de conscience là ces derniers mois, ces derniers jours. L'événement a quand même pas mal aidé. Euh, euh, c'est Des événements sexuels. Cette, Est-ce qu'on aura créé une asso d'ici là, toi et moi, parce qu'il y a un moment, Il y a des toi chances. et d'autres, hein, toi et moi, J'espère. J'espère vraiment. Disclaimer, cette vidéo contient du contenu publicitaire. Ah bah, elle est sponsorisée, tout est sponsorisé par ça. Bah, parfait. Très bien, ils sont au courant. Excuse-nous. Il n'y a pas de problème. En fait, je me rends compte que le plaisir a tout le temps été secondaire dans mes relations sexuelles. D'ailleurs, que ce soit de moi à moi ou avec quelqu'un, hein, ça a été un endroit d'apprentissage, ça a été un endroit de violence, ça a été un endroit d'injonction. Mais c'est arrivé assez tard, en fait, que je me dise, ah, en fait, c'est un endroit de plaisir aussi, ça peut être cool. Alors, je dis pas que j'ai jamais eu de plaisir, c'est pas le cas, mais c'est de l'ordre de l'exception. C'est-à-dire, c'est le bonus, quoi. Si en bonus, on a du plaisir, bon, bah, c'est plutôt cool. Et je pense que ce qui n'y a pas aidé, bah, c'est déjà que je crois on me l'a pas dit. Ouais, j'ai pas de souvenir d'avoir eu une éducation sur bah, la sexualité, c'est du plaisir. Je l'ai associé au couple, je l'ai associé à ça doit être un pilier du couple. Alors que c'est pas forcément le cas. Et je vois bien aujourd'hui que j'arrive à me détacher de cette injonction de ça doit être un pilier du couple, parce que moi ça me correspond pas. Pour le moment, en tout cas, que ce soit un pilier du couple. Je vois aussi que il y a autre chose, c'est qu'en fait, j'ai eu du mal à exprimer mes désirs. Et je trouve que c'est dur, en fait, d'avoir du plaisir dans un endroit où tes désirs sont pas forcément les bienvenus. Parce que déjà, il y a plusieurs étapes sur le désir. Il y a déjà l'écouter et se l'avouer à soi. Moi, j'ai l'impression que c'est presque le plus dur, en fait, parce que quand on regarde, que ce soit un porno, que ce soit même l'imaginaire qu'on peut avoir, et qu'on se dit « Ah, je serais trop excitée par ça », ben en fait, t'as de l'auto-jugement. C'est trop simple de s'auto-juger. Alors, il y a aussi quelque chose, on en avait parlé, je ne sais plus avec qui, que, en fait, finalement, la rentrée dans le féminisme, moi, ça m'a desservi à cet endroit-là de ma vie. Parce que j'étais là, oui, mais il y a des choses qui ne sont pas censées te faire kiffer si tu es une vraie féministe dans l'âme et qui... voilà, je pense par exemple à la soumission. Quelle est mon identité si, dans la vie de tous les jours, je prends l'égalité, je vais prendre toutes ces choses-là et l'équité, et que quand on arrive au lit, ça ne me dérange pas d'être la soumise. Je vois bien qu'il y a eu de la déconstruction depuis et que ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de « j'ose pas m'avouer mes propres désirs ». Et la deuxième étape sur le désir, c'est aussi de le communiquer. Et en fait, je trouve ça vraiment dur, encore aujourd'hui, de passer par la parole, alors que ce qui est le plus clair, hein, soyons honnêtes. Essayer de faire comprendre ce que tu désires avec ton corps en communication non verbale, il faut déjà que la personne en face de toi comprenne ta communication non verbale. Voilà. Et c'est pas toujours le cas. Et passer par la parole, alors je sais pas trop pourquoi, peut-être que j'ai pas assez de recul sur ça, mais je sais que pour beaucoup, ça va être la peur du jugement ou du rejet de l'autre. Typiquement, quand on a fait l'exercice là dans l'atelier, de te mettre à côté de quelqu'un et lui dire le désir dans l'oreille, je disais, ne me parlez pas dans l'oreille déjà. Mais bon, je me voyais pas le dire à voix haute en fait. Dire le désir à voix haute, ça rend quelque chose de concret. Et c'était pas le rejet de l'autre, parce qu'en fait, si la personne en face me dit non, j'ai pas ce désir, ça ne veut rien dire sur moi.
C'est-à-dire, moi, j'ai ce désir, ça ne veut pas dire que obligatoirement tu dois avoir le même. Donc ça me dérange pas. C'est vraiment me voir en train de dire mon désir que je trouve compliqué. Parce que c'est tellement simple. Ah oui, j'ai eu un mind blow hier soir. Mais je trouve que c'est tellement simple, en fait, d'être honteuse ou honteux de ses propres désirs, quoi. Se dire ah, c'est dégueulasse, ah, mais pourquoi tu kiffes ça, ah, mais tu dois être la seule. Enfin, toutes ces choses-là. Et pour avoir une éducation quand même autour de la honte sur la sexualité, c'est vraiment le réflexe, quoi. Mon schéma limitant me dit autoroute, t'es honteuse, point. Hier soir, j'ai eu un mind blow qui, je pense, vont aider pas mal de gens, j'espère. Merci, transmission. C'est que je me suis dit, parce que typiquement hier soir, j'ai dit des désirs, j'ai fait comprendre des désirs. Et le soir dans mon lit, je me suis dit, ah, peut-être que c'était honteux. Peut-être que c'était honteux d'avoir avoué ces désirs-là. Et je me suis dit, mais en fait, si c'était pas honteux, ce serait quoi ? Si je pouvais choisir ce que ça devait me faire ressentir de dire mes désirs, j'aurais envie de dire quoi ? J'aurais envie de dire, mais meuf, t'as été badass de ouf, je suis trop fière de toi, tu vois. Genre, t'assures, t'as réussi à dire ça sur la place publique. Et je me dis, en fait, maintenant, j'ai envie que mes désirs soient une fierté. Que j'ai le droit d'être fière de cette partie-là de moi, tu vois. C'est pas quelque chose que je dois cacher. C'est pas quelque chose que je dois cacher, mettre de côté. Et, j'espère que personne le voit. Non, la vulnérabilité, c'est beau. Je veux dire, c'est là que tu connectes le mieux avec des gens et dire tes désirs, même les plus bizarres, ben, c'est être vulnérable. Et moi, j'ai une valeur haute vulnérabilité voilà, très importante. Et du coup, ben, en fait, t'es badass. T'es badass de ouf de laisser éclore cette partie-là de toi. Donc voilà, je suis fière de mes désirs. Moi, je veux bien rebondir et compléter parce que je trouve que dans ce que tu dis, il y a aussi l'autre versant de la pièce. C'est comment la personne qui est en face laisse le désir s'exprimer. Et c'est comment, en fait... et c'est souvent les personnes qui sont éduquées en tant qu'hommes, malheureusement. Et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est quand même un schéma qu'on retrouve. C'est souvent le désir des personnes qui ont été éduquées en tant qu'hommes. On leur apprend à justement exprimer leur désir, à un peu l'étaler un peu partout, à l'assumer, parce que quelque part, c'est un peu un symbole de virilité. C'est l'homme qui a beaucoup de désirs, c'est l'homme qui a tout le temps envie. C'est un peu cet imaginaire-là. Et sauf qu'en faisant ça, quelle place il laisse au désir de l'autre. Et moi, dans mon parcours de personne qui a été éduquée en tant qu'homme, quand j'ai appris à laisser de l'espace, à laisser du temps, et du coup à laisser à l'autre le choix et la possibilité d'exprimer son désir, mais ça a été une révolution en fait dans ma vie. Mais vraiment, ça a tout changé. Parce que j'ai découvert en fait une puissance de partage et des liens que j'avais pu faire nulle part ailleurs et dans aucun autre aspect de ma vie. C'est-à-dire que ça apporte c'est presque une quatrième dimension en fait. C'est comme voir une nouvelle couleur. C'est ah ouais en fait l'autre a un désir et en fait je suis aussi désirable. Et c'est pas que moi qui désire en fait, c'est aussi l'autre qui désire, c'est aussi l'autre qui vient me chercher et qui vient quelque part m'attraper avec son désir. Du coup, je trouve qu'à la fois, il y a le fait d'assumer et d'exprimer presque publiquement son désir, mais il y a aussi, peut-être de l'autre côté aussi, comment je laisse de la place à l'autre pour qu'il exprime son désir et qu'il émerge tout simplement. Et comment ça va influer mon propre désir ? Juste compléter quelque chose là-dessus par rapport à... dans le talk TDS, on a parlé de ça et il y a quelque chose qui a été dit que je trouve très clair à ce sujet-là, qui dit que les hommes, enfin les personnes assignées hommes à la naissance sont éduquées pour être désirants et les personnes assignées femmes à la naissance sont éduquées pour être désirables. Et du coup, il y a une honte dans les deux cas. Être un homme qui souhaite être désirable ou qui a besoin d'être désirable le vit mal, et une femme qui a besoin d'être désirante et qui aimerait être désirante le vit mal. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis là. Et je trouvais que la façon de le formuler était très belle, donc je
complète, juste. Tu voulais rebondir là-dessus? Oui, je voulais juste amener une nuance aussi pour moi qui est il y a certains désirs dont on peut être fier publiquement et ça encourager. J'ai l'impression aussi bien pour les personnes assignées femmes à la naissance que pour les personnes assignées hommes, mais des désirs plus honteux. Par exemple, effectivement, exprimer un désir de conquête et de machin, il y a quelque chose qui rend fier, mais un désir de plaisir prostatique, voilà, c'est plus difficile à exprimer et je pense qu'il y a aussi un truc à ce niveau-là d'oser exprimer les désirs qui sortent des stéréotypes de la bienséance. Voilà. Est-ce que du coup quelqu'un veut enchaîner sur son histoire avec son désir et son plaisir? Du coup, moi, je veux bien reprendre. Moi, j'ai envie de faire un tout petit détour, en fait, sur mon histoire perso au niveau relationnel, en fait. Moi, j'étais une personne qui était dans des relations exclusives, mais j'étais pas exclusif, en fait. J'étais dans des relations exclusives, mais du coup, je trompais. Et du coup, j'étais pas honteux d'avoir du désir pour d'autres personnes, mais par contre, j'étais très honteux de devoir le faire en mentant, en cachant les choses. Donc pour moi, j'avais pas de problème avec la non-exclusivité. J'avais des problèmes avec le fait de le faire de façon non éthique et non partagée. Sauf qu'en fait, j'avais que ce modèle-là. Et je vais faire le parallèle sur le plaisir et le désir. Et en fait, quand j'ai découvert que les relations non exclusives, ça existait et que ça pouvait être fait de façon éthique, consensuelle, partagée dans des relations de couple ou à plusieurs, des relations polyamoureuses, ça a été un espèce de, là aussi, de révolution. Enfin, j'avais passé quand même une bonne dizaine d'années de ma vie dans des schémas un peu toxiques de tromperie, etc. Et de voir que ça pouvait être consensuel, ça a été une libération. Mais de la même façon, dans mon plaisir, quand j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres façons de faire, que j'avais pas forcément à être justement celui qui désirait, mais celui qui pouvait être désiré. Quand j'ai pris conscience que je pouvais aussi ne pas être celui qui déclenchait et être celui qui plutôt recevait, et il y a plein de choses qui se sont déroulées. Ça s'est pas fait d'un claquement de doigts, mais clairement ça a été une porte qui s'est ouverte au fur et à mesure et qui aujourd'hui me donne accès à des plaisirs mais que j'aurais jamais pu imaginer. On parlait tout à l'heure du plaisir prostatique. Je trouve que c'est un très très bon exemple. Le plaisir prostatique, dans la tête de beaucoup de gens, c'est hyper honteux. Enfin, Dany, tu l'as dit de manière très appropriée. Et puis on voit bien l'imaginaire collectif qui se crée autour de le plaisir de se faire pénétrer l'anus en tant que personne éduquée comme homme. Il y a un truc qui en plus a trait à l'homophobie, avec un truc un peu dégradant, alors même que par ailleurs, les hommes sont souvent assez amateurs de plaisir anal quand ils le donnent à la personne avec qui ils sont. Donc il y a un peu un côté paradoxal, je trouve, là-dedans. Et pourtant, on le sait, biologiquement, c'est l'organe qui donne le plus de plaisir chez l'homme. C'est-à-dire que la prostate, c'est l'organe le plus innervé du corps masculin. Donc, à cause de peur, de crainte d'être jugé comme homophobe ou comme pédé, on va se priver d'un truc qui est... Mais enfin, je vais prendre une image qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme si on nous disait qu'il y avait un buffet avec tout ce qu'on aime, toutes les friandises, tous les plats qu'on adore, et que sciemment et avec choix, on se dit « Non, mais je veux manger ce pain-là qui date d'il y a 2 jours parce que sinon, on va dire que je suis pédé si je mange sur le buffet. » Non, mais what the fuck? What the fuck? Et je dis pas que tout le monde doit prendre du plaisir avec sa prostate ou quoi, mais je trouve que se priver à cause d'injonctions, à cause de représentations, à cause d'une éducation qui nous a fait comme ça, c'est que... Enfin, moi, j'ai un petit peu un principe dans la vie, c'est que la vie, a priori, on n'en a qu'une. Et que si on la kiffe pas maintenant, à la fin, en fait, ça sera un peu trop tard. Et du coup, passer à côté du buffet rempli de friandises alors qu'il est à la portée de mes doigts,
Littéralement. littéralement. Et bah, ça serait quand même dommage. Du coup, voilà, par rapport au plaisir, c'est un peu ça que Du j'ai envie coup, de dans ton transmettre. parcours, ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel moment tu as commencé à te dire ça, parce que t'es pas né avec ce truc de dire ouais, oui, prostate, j'ai Ouais. envie de m'y intéresser. Comment c'est venu? Ouais, ça a été assez progressif. Je pense que ça s'est fait aussi avec la découverte des milieux non exclusifs. Parce qu'au final, bah, je l'avais déjà dit dans le talk précédent où j'étais intervenu, mais c'est vrai que la société est hyper sexualisée, mais c'est pour les pubs de shampoing et pour le porno. Mais par contre, quand il s'agit de vraiment parler de sexualité, de manière un peu concrète, ouverte, explicative, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, quand on pense que presque la meilleure éducation sexuelle qu'on puisse recevoir, c'est une série télé américaine, je trouve que c'est un peu ouf, quoi. Alors moi maintenant, et heureusement, et Dieu bénisse tous les comptes Instagram, parce que je trouve qu'Instagram est un bon lieu pour apprendre tout ça. Mais du coup, ouais, ça a été en m'approchant des milieux non exclusifs. Et puis bien évidemment, dans le milieu sexpo, où alors là, ça a été quand même un accélérateur. Tu parlais d'autoroute. Bah, en fait, j'ai un peu l'impression qu'avant, j'étais sur un tracteur sur un chemin de campagne. Et puis là, j'ai pris Un go fast. un go fast sur l'autoroute, quoi. C'est sûr que ça aide à déconstruire. Et puis, le fait de côtoyer des gens, d'entendre parler, enfin, c'est un peu un ajout de multiples facteurs, mais le fait de côtoyer des gens qui sont ouverts et qui, du coup, on sent qu'il n'y a pas de jugement. Donc, du coup, bah, on peut s'ouvrir à ça. Le fait de voir qu'il y a des gens qui interagissent et de se dire « Ah ouais, ok, ah bah tiens, peut-être que ça m'excite aussi, ou donc peut-être que je vais y aller. » Ou le fait d'avoir une curiosité et d'avoir un lieu où cette curiosité, elle peut s'exprimer. Donc, par exemple, à travers des ateliers ou des discussions où on dit « Ah tiens, ouais, c'est intéressant, je vais aller voir, je vais aller creuser. » Et puis après, ah en fait, cet intérêt, j'ai envie de le concrétiser par une pratique. Donc ça a été beaucoup comme ça, entendre parler, voir que c'était possible en fait, et de voir que bah, en fait, quand tu fais, personne ne meurt. Et souvent en plus, tu kiffes. Donc ça a été ça. Et le milieu sexpo, bien évidemment, enfin, pour moi, ça a été un peu le dernier tournant dans ma vie. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la découverte des milieux non exclusifs. Et puis, quand j'ai fait mes premiers événements sexpo, j'ai été là, genre, ah ouais, mais en fait, c'est ça la vie que j'ai envie de mener. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai envie d'offrir au monde parce que c'est tellement ouf. Enfin, c'est tellement libérateur. Ça permet tellement d'être soi et d'être accepté tel qu'on est, avec ses désirs, avec ses peurs, avec ses craintes, que c'est ouf de pouvoir vivre ça. Merci. Merci. Moi, je vais faire un petit parallèle parce que du coup, tu as parlé de la honte, de la découverte de la prostate ou du plaisir prostatique. Et en fait, ça a fait résonner avec la honte des petites filles, en fait, de découvrir la masturbation, quoi. Et du coup, je trouvais que c'était un parallèle qui était aussi très fort. C'est-à-dire que, ouais, c'est la même emprise de honte qui verrouille, en fait. Qui verrouille ça et qui fait que, finalement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de pouvoir assumer le fait de dire, oui, j'ai du plaisir par moi-même, j'ai du plaisir et c'est OK, quoi. Je fais le lien avec des choses qu'on a dit, toi aussi, je crois, ça devait être pendant le talk fantasme, où en fait, on parlait du fait que les désirs, toi aussi tu en as parlé, là, d'avoir honte, mes propres jugements, mon féminisme, etc., que les désirs étaient liés à finalement des interdits moraux, et que c'était ça qui faisait qu'on avait ce désir, c'est un désir transgressif, en fait. Et donc, le fait de désirer se masturber, ou la prostate, par exemple, si toi, tu vis dans une société qui est homophobe et qui associe ça à l'homophobie, enfin au fait d'être pédé, tu as aussi ce désir-là qui est grandissant, aussi parce que c'est transgressif. Et du coup, c'est intéressant de se rendre compte de ça aussi, parce que je pense que, tu vois, je sais pas si ça t'aide, mais moi, c'est un truc qui m'avait aidé, parce que tout ce que tu dis là sur... je me questionne dans mon féminisme, le fait d'avoir envie d'être soumise, etc. Surtout que j'ai commencé le BDSM en tant que domina, quoi, et je suis passée à la soumission plus tard, parce qu'il y avait aussi ce truc de je me juge de vouloir être soumise parce que je suis féministe, donc machin et tout. Et en fait, c'est parce que justement je suis féministe que j'ai ce désir-là, parce qu'il est transgressif dans ma morale, justement. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça et de jouer avec ça, et de jouer avec ce prisme-là dans nos désirs, et de pas prendre nos désirs comme des réalités, j'ai envie de dire.
je sais pas, si tu as un désir de vivre une situation de viol dans un fantasme comme ça veut pas dire que dans la vraie vie, tu as envie d'être violée. Tu le sais très bien, en fait. Tu arrives très bien à faire la différence. Ou même quand tu as des désirs, je sais pas, tu fais un rêve où tu as trompé ton copain ou ta copine si tu es en exclusivité. Tu sais très bien que dans la vraie vie, tu n'as pas ce désir. C'est quelque chose qui était transgressif et que ton cerveau a créé pour... Enfin, c'est ton imaginaire, en fait, qui crée ça. Et c'est hyper intéressant. On parlait tout à l'heure d'identité, mais ça rejoint vraiment cette question de, OK, qu'est-ce qui m'appartient en tant qu'identité? Qu'est-ce qui vient de la société? Qu'est-ce qui est de la transgression de la propre identité, propre morale que je me suis créée? Enfin, il y a tout un tas de choses à naviguer. Et en fait, comme il n'y a pas de réponse autre qu'en soi, ben, on est tous et toutes sur un espèce de périple, chemin tout seul, à se dire, oula. Je ne sais plus qui a dit un mot dans cet ordre-là. Chemin, périple... Quête. Voilà. C'était toi. Oui. Voilà, c'était mon ajout sur ça. Est-ce que notre personne veut prendre la suite pour expliquer un peu son parcours avec son plaisir, son désir? Moi, je veux bien. On parle... Vous avez parlé de honte depuis le début. Et moi, je me rappelle que j'ai eu peur. Enfin, ça a été... La peur a été assez présente, en fait, dans mon rapport au désir. Peur des autres, donc de peur de ce que je pourrais subir, notamment, et pas que des hommes cisgenres. Et je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que, bien sûr, j'avais peur d'être agressée, par des hommes parce que c'était quelque chose qu'on m'avait dit qui pouvait arriver. Et j'en ai toujours peur. Mais j'avais aussi peur de désirer une femme, d'être désirée par une femme, de ce que ça pourrait impliquer pour elle et pour moi. Je me rappelle m'être dit très longtemps, pendant mon adolescence et même plus tard, dans le sens où ça a été... centrale dans la thérapie que j'ai fait, c'est j'ai trop de désir et j'ai trop de plaisir. Ça a été quelque chose de très, 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 très fort et très présent chez moi, cette idée que c'était trop et que, en fait, au-delà que les autres pouvaient être un danger pour moi, je pouvais être un danger pour les autres. Et ça a été renforcé aussi quand c'est arrivé que je sois un danger pour les autres. Parce qu'on parle beaucoup de ce que c'est que d'être agressé, on parle peu de ce que c'est d'être agresseur. Et de se rendre compte qu'on a ça en soi, et de se rendre compte qu'on a pu faire mal, et qu'on a pu être dangereux pour quelqu'un. Et porter ça, c'est pas rien aussi. Et c'est pas une question de mettre en parallèle, de faire une hiérarchie des douleurs, c'est pas du tout l'enjeu. Mais c'est aussi de se dire que ça fait partie de ce qu'on porte dans notre rapport au plaisir, au désir, à la sexualité. Il y a cet enjeu de OK, je vais peut-être violer quelqu'un, en fait. Et c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette idée que mon désir était trop et qu'il fallait que je fasse attention parce que je pouvais faire mal avec mon désir, en fait. Et donc ça a été un endroit important. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai autant développé mon autosexualité, parce que du coup, c'était un moyen de pas être dangereux. Parce que si on se donne du plaisir tout seul, on n'est pas dangereux. Le plaisir est venu aussi de cette exploration nécessaire, entre guillemets, et qui était une nécessité, de se gérer, s'auto-gérer. De s'auto-gérer dans son rapport au plaisir et au désir et ne pas faire peser ça sur l'autre. Et il y a une part de moi qui est très contente d'avoir fait ce chemin et d'avoir une sorte d'indépendance à ce niveau-là. Et en même temps, de me dire, mais si tu avais osé être vulnérable, si tu avais osé dire que tu avais ces peurs-là et les mettre sur la table, les mettre dans la relation aussi, il y aurait peut-être d'autres choses qui se seraient passées. Et heureusement, c'est quelque chose que je fais maintenant, mais pendant toute une partie de ma vie, je ne l'ai pas fait du tout. Et je suis contente d'arriver à le faire maintenant et d'arriver à mettre sur la table mes désirs sans en faire une attente. Parce que souvent, désir et attente, c'est quand même pas rien, quoi. Et
sur la question du plaisir, moi j'ai vécu un truc que j'avais envie de partager, c'est que moi j'ai vécu ces cercles, puisque moi en fait j'ai été socialisée comme une nana, donc j'étais censée être une femme, et j'avais mes copines qui parlaient des douleurs, et des peurs, et des hontes, et en fait de tout ce truc de la condition féminine que vivent énormément de femmes, qui est j'ai pas de plaisir, je me fais chier, je me force, plein de trucs en fait qui... Et en fait, je ne m'identifiais à rien. Et en fait, je me disais, mais en fait, je suis pas normale. Parce que moi, je kiffe. Franchement, moi, ma première fois, au bout de 3 fois, j'avais compris et j'avais du plaisir avec mon partenaire. Et ça a été le cas toute ma vie. Et je n'ai jamais pas eu de plaisir. Et quand je dis ça, là, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire, c'est... Parce qu'en fait, c'est... Ouais, j'ai presque honte, en fait, d'avoir eu cette expérience-là. Et j'ai honte de le dire. Enfin, et j'ai honte d'avoir honte. Donc après, ça fait des petits immeubles par rapport à ça. C'est ça. Et c'est ce truc de... Moi, je vois des gens faire des espèces d'architecture pour avoir du plaisir. Et alors que pour moi, c'est hyper accessible, hyper simple. Et j'ai tellement de compassion et en même temps de conscience d'un sorte de privilège. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, et j'avais envie de partager ça parce que je ne sais pas quoi en faire et j'imagine que je ne suis pas le seul. Ça doit exister, ce truc de se dire, mais est-ce que si pour moi c'est facile, c'est que je ne suis pas normale. Et c'est ça, au fond, le truc derrière, c'est ce truc de... En fait, si pour vous c'est facile, c'est OK. Et vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Ça peut être juste facile, en fait. Merci. Qui veut prendre la suite? Attendez, je change de place. Je ne sais pas si c'est possible de réagir à ce qu'a dit Lille. Ah si, bien sûr. Parce que il y a 2 éléments sur lesquels je raisonne beaucoup sur ce côté être l'agresseur. Voilà, moi en tant que personne éduquée, homme en plus qui a trompé ses partenaires, enfin le côté agresseur, moi en fait MeToo je l'ai pris en plein dans la gueule, mais vraiment enfin j'ai eu un peu cette espèce de prise de conscience, mais comme on peut en avoir des assez violentes quoi. Je me revois devant mon clavier d'ordinateur et de me refaire un peu le film de ma vie, de me revoir dans des situations et de dire oh merde quoi. Et franchement, oh merde violent quoi. Et de me dire mais en fait là, faut que j'arrête tout quoi. Et parce que franchement, il faut tout réagencer quoi. Et du coup ouais voilà, et il s'agit pas de, encore une fois comme tu l'as dit, de hiérarchiser et je compare vraiment pas et j'ai pas du tout envie de minimiser ou de silencier ce qui se dit de l'autre côté, bien évidemment. Et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre conscience. Donc, merci cette libération de la parole. Mais en même temps, ça fait flipper, quoi. Et du coup, prenant conscience de cette place qu'occupe mon désir, c'est ce que tu as dit un peu de « Ok, ben maintenant, j'en fais quoi ?» Parce que je suis là, j'ai fait ce travail, donc j'ai pas envie de dire qu'il faut pas le faire. Enfin, je pense que c'est un peu hiérarchique. Il faut commencer par déjà se dire « Ok, mon désir prend trop de place », mais c'est un peu comme un mouvement de balancier, en fait. On prend conscience que notre désir, il prend trop de place, que du coup, on agresse. Et du coup, si quelque part, on fait le chemin, on se dit « Ok, donc du coup, il faut que je rééquilibre », mais parfois, on va jusqu'à l'autre bout en disant « Ah ouais, mais en fait… tout désir, il devient presque « Merde, j'ai du désir, qu'est-ce que j'en fais ?» Un peu comme si chaque fois qu'on avait un désir, on allait agresser. Et je pense que du coup, c'est important de vivre ça pour arriver à un espèce d'équilibre où en fait, on trouve de l'apaisement. Et vraiment, c'est inconfortable. C'est même violent de passer par ces 2 étapes-là. Mais quelque part, je pense que c'est nécessaire pour trouver en fait l'équilibre. Et ça a été dur, mais pour moi, ça a été nécessaire. Et en fait, une fois qu'on arrive au milieu, c'est cool. Je veux bien réagir aussi. Tu parles de juste milieu
presque entre peur et désir au final. Moi, je vois qu'effectivement, il y a une peur sur mes désirs que j'ai encore. Alors, au mois de mai de 2021, j'espère que quand ça sortira en septembre, je n'aurai plus cette peur. Mais en fait, j'ai peur de trop aimer ça, en fait. J'ai peur de trop aimer le sexe, j'ai peur de... ouais, qu'il y ait un truc de trop... Alors, pas dans le sens agresseur, mais plus dans le sens... si je m'avoue ça, comment ça impacte ma vie? Comment ça impacte le reste de mes domaines de vie? Parce que je pense que c'est aussi très simple, en fait, de laisser... Enfin, simple, tout est relatif, de laisser de côté tes désirs. Parce qu'en fait, quand tu laisses de côté tes désirs, finalement, la routine, elle est plutôt cool. Hein. Finalement, la routine, au-delà de tes désirs, ouais, c'est plutôt simple. Et je parle pas d'ailleurs que dans la sexualité, mais en général, dans plein de domaines de vie, quand tu laisses tes désirs de côté, bon, bah, tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu fais ces études, tu fais ces trucs-là, tu vas dans ce job, et c'est bon, la route est tracée, quoi. Et je me suis autorisée à le faire dans les autres domaines de vie et je vois bien que j'en suis pas morte. Au contraire, d'avoir mis mes désirs en avant, ça marche plutôt bien en général. Ça crée un peu la vie que tu as envie d'avoir. Mais justement, il est là le problème, c'est que maintenant que j'ai créé la vie que j'ai envie d'avoir, si je commence à mettre les désirs sexuels en avant et que ça chamboule toute la vie que je rêve d'avoir, bah, ça ressemble à quoi? Et ouais, je trouve que ça fait un peu flipper. Comment ça va impacter mon couple? Comment ça va impacter mon business? Comment ça va impacter mes heures de sommeil? C'est surtout ça. Surtout les heures de Drame. sommeil. On dort plus. Et je pense que... Alors, je sais pas s'il y a une corrélation, certainement, quand tu as été assignée femme à la naissance. Je trouve que c'est compliqué de dire que tu peux aimer ça. Et pas juste j'aime un peu pour faire plaisir à mon mec et pour avoir des enfants, tu vois. Et aussi, mais aussi, genre, je kiffe ça et je kiffe découvrir et je kiffe aller dans plein de directions. C'est un peu la salope, en fait. Hein. Mais en fait, ça me fait trop envie de réagir. Ça me donne trop envie Vas-y. de réagir. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. Direct. Genre, classification directe de salope, tout ça. Vie facile. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a... Enfin, c'est un paradoxe, quoi. Parce que, en tant que femme, il faut que tu sois active sexuellement, mais pas trop. Parce que sinon, soit t'es une salope ou une pute, soit t'es... Comment on dit déjà? Une frigide. Oui, c'est ça. Coincée, frigide. Coincée, frigide, pardon. Coincée. Je vais perdre mes mots. Plus dans le vocabulaire. Perdre mes mots. Ouais, et donc du coup, il y a cet enjeu de dire, ok, est-ce que je suis là où on m'attend, quoi. Et du coup, pour moi, en tout cas, parce que du coup, si j'enchaîne sur ta question, qu'on élude un peu depuis tout à l'heure, ouais, j'ai commencé en étant trop, un peu tu disais, je suis trop. Et après, je suis passée dans l'autre mode, en mode en couple, vraiment dans le couple posé, mono, qui habite ensemble. Ouais, chiant, quoi. Non, je dis pas ça. Non, je parle de ma relation. Non. Il y a beaucoup de polis autour de cette table, donc on a un biais énorme. Je parle vraiment de la relation de l'époque. Je parle pas de c'est pas le On groupe peut être en couple relationnel. mono et Ouais, non, s'éclater. clair, non. C'est ça, ce que On tu peut veux dire. tout à fait être en couple mono et s'éclater. J'en connais plein Oui. qui sont très heureux comme ça. Peut-être un jour, je reviendrai. J'ai un mono, ami hein. mono. Oui, Il s'éclate, j'ai un génial. ami homme aussi. Non, mais oui, tout à fait. Et peut-être même que nous, on y retournera. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est ça. Non, le c'est ça. truc. Ouais, c'est ça. C'est pas Aussi. fixe. C'est C'est pas intéressant, fixe. ouais. Et Comme peut-être tout, que. Tout ce qui est orientation sexuelle amoureuse, etc., c'est fluide. Ouais, quoi. c'est clair. Et moi, parfois, je me pose la question encore. hein. Ouais, moi Donc, aussi, hein. Ça m'arrive régulièrement. Donc voilà, c'est pas juste ce que je voulais dire. Mais disons qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un truc en mode, ok, on fait de la sexualité, mais faut pas que j'exprime mon désir. C'était chiant dans ce sens-là, dans le sens, ok, il faut que ce soit performatif. Ouais. Voilà, donc je vais bien prendre mon rôle et je vais faire comme il faut et je vais pas être la salope. Non, surtout pas. Je vais bien attendre qu'on me sollicite. Je ne vais pas me masturber. Je ne vais pas me masturber pendant le rapport parce que je n'ai pas de plaisir à part la pénétration. Rien de tout ça. Et du coup, c'était chiant. Et c'est pour ça que je disais chiant tout à l'heure. Et ouais, donc c'est ça. Après, moi, ce que j'ai envie de rebondir par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si j'ouvre cette porte, en fait, ça va
peut-être devenir une activité à part entière, comme si tu choisis de faire du tennis. Donc, peut-être Heure que... de sexe, ben, 14-15. Ouais, tu vois, peut-être que... 5 à 7. bah, moi, par exemple, tu vois, j'ai pas le temps de regarder des films. C'est un choix dans ma vie, mais je fais du ukulélé. Oui, c'est des priorités. de Voilà, toute façon. c'est ça. La question, c'est plus est-ce que j'ai envie d'en faire une priorité? Ouais. Et comment ça va impacter tes autres domaines? Voilà, Ouais, c'est mes ça autres que- priorités. Quelle quoi. place on donne Ouais, quelle place on a envie de donner. Ouais, puis toute priorité a des effets collatéraux. Mm. Ça Bah te oui. c'est pas parce que tu fais du ukulélé que ça impacte que ta vie musicale. En fait, ça a un impact sur tu découvres tel artiste, puis du coup tu remets en question tiens tel système de pensée, tel truc, et tu Totalement. rencontres d'autres gens qui font d'autres choses. Enfin, ouais, c'est tout l'impact. Donc voilà, j'ai envie de partager ça. Et le fait d'un peu de lâcher le côté je vais essayer d'arrêter d'attendre que ça arrive en fait. C'est surtout ça la prise de conscience que moi j'ai le fait de dire ok en fait je peux prendre en main mon plaisir. C'est moi qui vais décider si je vais avoir du plaisir ou pas. Je vais pas attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec. Je vais pas attendre qu'on me sollicite. Pas attendre le bon. Attends, bon, ouais. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de me masturber, j'ai le droit d'initier un rapport sexuel, j'ai le droit, dans un rapport sexuel, de dire ce dont j'ai envie. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de ça, et j'ai envie de plutôt ça, et c'est OK de le formuler. Et j'ai beaucoup de personnes qui se posent la question de se dire comment je peux faire part à mon partenaire ou ma partenaire de mon désir. Et vous connaissez la technique du sandwich? Ah, ouais, vas-y. Le fait de dire Faut que tu lises. un truc, dire un truc positif en fait, parce que ce qui se passe quand on va proposer quelque chose de nouveau, c'est que la personne va se dire oh, ça veut dire que je fais pas bien, ça veut dire que ce qu'on fait c'est nul. En fait non, c'est très bien ce que vous faites, donc continuez à faire ce que vous faites, mais vous pouvez peut-être faire quelque chose un peu différent de temps en temps. Donc c'est de dire en fait notre vie sexuelle me convient, je suis vraiment trop contente d'être avec toi, et ça m'a fait penser à un truc. Un truc que j'aimerais tester, c'est insérer le truc que vous voulez Faire. que vous voulez insérer. Faire de la réassurance derrière, de dire ok, en fait, quelle que soit ta réponse, ça va bien se passer. En fait, déjà, ça retire toute la charge de peur que la personne qui reçoit la demande va avoir. Et si jamais vous osez pas, l'autre technique, c'est de dire j'ai rêvé d'eux. Ah. La technique Comme de ça, filou, ça. C'est l'inconscient qui prend Le dessus. la La responsabilité. responsabilité de ce qui se passe. Donc là, c'est t'es pas en vous. train de proposer le mensonge dans le couple, c'est ça? En fait, des fois, il y a des Bête. trucs où c'est tellement dans la honte que le fait de juste le poser là comme ça en disant ou laisser un truc, je sais pas, non, mais laisser un article ouvert, c'est-à-dire qu'on a été regardé. Donc, chacun fait à son niveau, quoi. Ouais. Déjà, le fait de pas le garder pour soi et d'oser le verbaliser, c'est la première étape, en fait. Mais le nombre de personnes polyamoureuses qui ont commencé en disant ah tu sais j'ai rencontré des gens juste Des pour, gens sur YouTube. pour voir la température quoi, pour prendre la température de qu'en pense l'autre quoi. J'ai vu une vidéo sur YouTube. J'ai vu un pilot talk Voilà, sur la conseil. sexualité positive. C'est apparu dans mon fil comme ça, je comprends pas. Ouais, C'est c'est à cause ça. d'Esther Taïfé. C'est de ma faute, de toute façon. Oui. J'ai l'habitude. Donc voilà, c'était mon partage. J'ai très envie de dire quelque chose qui va mind blow. Je ne veux pas prendre toute la parole, donc n'hésitez pas à la prendre. J'ai eu une discussion cette semaine qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est à quel point le plaisir est une revanche sur la société. Dans le sens où, pour avoir été agressée, on a cette image de la victime qui, toute sa vie, va pas réussir à retrouver une sexualité, va avoir des douleurs, va avoir des flashbacks, des amnésies, bref, toutes ces choses-là, et détruite jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, je pense que pour moi, ça a été aussi un moyen de faciliter que d'abandonner ma sexualité. Parce que si j'abandonne ma sexualité et que je la mets sous le tapis, du coup, je vois pas les problèmes qu'il y a, je vois pas non plus les désirs qu'il peut y avoir, et du coup, c'est bon, ça n'existe pas, on n'a pas besoin de s'en occuper. Sauf que c'est un peu comme laisser gagner. C'est un peu comme laisser gagner l'agresseur d'une certaine manière. Dire, oui, en fait, t'auras pas eu un impact dans ma vie, genre juste à ce moment-là. Effectivement, tu l'auras toute ma vie, ad vitam aeternam. Et le plaisir rentre aussi là-dedans, c'est que quand tu te réautorises à
à te dire j'ai pu être victime, mais pour autant, je veux mettre le plaisir au centre de ma sexualité et de ma vie, c'est une putain de revanche en fait. Et ça, je l'avais pas vu sous cet angle-là, parce que on parle souvent de guérison et de ça va mieux, mais c'est un peu comme si on passait du niveau -10 au niveau 0. Genre, ah ben c'était vraiment horrible, mais maintenant ça va mieux, c'est normal, j'ai guéri et c'est plus un problème dans notre vie. Ouais, mais je peux aller au niveau +10 aussi. Je peux me réapproprier en fait ce plaisir-là et le prendre en mode revanche, quoi. Et je crois que ça m'a fait prendre la décision de j'ai pas envie d'abandonner mon plaisir. Donc voilà, je voulais réagir. Bah, du coup, trop cool parce que je me sens vraiment dans cette démarche, pour le coup. Donc moi, mon désir dans mon histoire, ça a aussi commencé par beaucoup de honte et de culpabilité quand j'étais petite. J'arrive pas à comprendre comment j'ai appris aussi jeune que c'était honteux dès que ça concernait cette zone-là, quoi. Et je me rappelle vraiment que je me cachais, que je ressentais de la honte, que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de secret d'État autour de ça, entre adultes, voilà. Et je me rappelle même, petite, d'avoir pris la décision à un moment d'arrêter de me masturber. Genre, jour de l'an, bonne résolution. Et ça a duré un petit peu. Ça a duré quelques années, je crois. Et puis par la suite, il y a eu de la honte et de la culpabilité aussi, plus adolescente, de créer du désir chez l'autre. Et qu'ensuite, c'est ma faute si j'attise le désir des autres. Et en même temps, moi aussi, mon propre désir, alors que je suis censée être une fille prude et sage et innocente et qui est avec cette image de la pureté, quoi. Et j'ai joué ce rôle vraiment ado. Enfin, j'étais un peu partagée parce que j'ai commencé à avoir de la sexualité au final assez jeune par rapport à la moyenne et je l'ai payé. Je l'ai bien payé par le slut shaming, quoi, à plein de niveaux. Du coup, encore de la honte, mais pour compenser, je suis partie dans un truc un peu moral de « mais moi, je suis fidèle », voilà, avec 10 millions de fantasmes. mais dans l'image sociale, en tout cas, je suis quelqu'un de fidèle et je pointe du doigt les salopes, etc., quoi. J'ai vraiment été là-dedans dans l'adolescence. Et en même temps, du coup, une grosse honte de mes fantasmes. Et même du fait que je me masturbais, que je faisais des choses comme ça. Et jusqu'à créer vraiment de l'angoisse, quoi. Je me rappelle une fois, j'en parlais l'autre jour en rigolant dans un talk, je voyais une psy et je lui ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais avec ces fantasmes ? C'est un problème, il faut me débarrasser ça va pas là-dedans, je fantasme des trucs comme ça va pas. » Et elle m'a dit déjà, détends-toi, quoi. Fous-toi la paix 2 minutes. Mais en fait, sur le coup, ça m'a pas du tout apaisé. J'avais besoin d'entendre des personnes qui me racontent « Ah, mais oui, mais moi aussi, ah ouais, c'est marrant, quoi. » Et de voir qu'en fait, c'était normal. J'avais juste besoin de voir que c'était normal. Et j'ai vécu des agressions, j'ai vécu le slut-shaming, enfin j'ai vécu beaucoup de blessures qui a créé beaucoup de peur et beaucoup de honte. Et en même temps, j'ai toujours eu aussi beaucoup de désir et beaucoup de plaisir associés à de la honte. Et c'était encore plus honteux parce que je me disais, mais vu que j'ai été agressée, machin, je devrais pas, voilà. Et finalement, tout ça, j'ai eu vraiment un switch. J'ai pris la décision en fait de m'en servir. Et si au final j'avais pas vécu tout ça,
je vivrais pas la liberté de ouf que je vis aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça, tu vois, ce truc que tu as dit. Pour moi, je considère ma vie sexuelle, elle est pas bien, quoi. Elle est dingue. Et au final, sans ces difficultés que j'ai vécues là, et je dis absolument pas que c'est souhaitable et nécessaire de vivre ces difficultés pour vivre une sexualité au top, pas du tout. Mais au final, je veux pas rester dans le je suis une victime et vu que j'ai vécu ça, je suis censée être traumatisée pour le reste de ma vie. Et non, en fait. Je peux rebondir et m'affranchir et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller dans la déconstruction, c'est ce qui m'a permis aussi d'ancrer d'être dans une démarche féministe. Et voilà, pour moi, c'est aussi ça, c'est la résilience, quoi. C'est, ok, j'ai vécu des difficultés, ça fait partie de mon histoire. Comment j'en fais quelque chose qui est à mon service plutôt que quelque chose que la double peine que de me le traîner toute ma vie. Voilà. Donc, où je voulais revenir avec tout ça Et en plus, ce que j'adore avec ce sujet de la sexualité, c'est que pour moi, c'est un sujet tellement intime qu'en transformant des choses au niveau de sa sexualité, je trouve dingue l'impact que ça a dans tous les domaines de vie. Et c'est un peu aussi mon propos dans mon accompagnement de coaching où on va aborder ce sujet de la sexualité alors que j'accompagne des entrepreneuses et des fois il y en a qui me disent je vois pas le lien entre la sexualité et l'entrepreneuriat. Et en même temps, pour moi maintenant il est tellement évident. Il y a un petit... Si tu savais. Mais c'est dingue, c'est juste dingue en fait, comment rien que apprendre à connaître ses limites, ses désirs, etc. C'est fou ce que ça ouvre comme porte et comme ça devient beaucoup plus évident de se diriger aussi dans sa vie, de ce que je veux pas, avec qui j'ai le bon feeling, etc. Donc pour moi, la sexualité aujourd'hui, c'est vraiment une voie de développement personnel, quoi. Et le fait de reconnaître mes désirs, mais sans en être esclave et partir dans de la potentielle violence et imposer mes désirs, mais tout en étant à leur écoute et de les reconnaître comme légitimes et même comme des cadeaux. Après, voilà, je fais une tarte, j'ai une jolie tarte. Bon, t'aimes pas ma tarte, je vais pas te la foutre dans la bouche, quoi. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un truc autour du désir d'apprendre à le reconnaître, à l'écouter, à le suivre, mais sans l'imposer, quoi. Voilà, c'est ce que je veux. Je voulais dire un petit truc, parce que je trouve ça rigolo. Une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de transition physique, c'est que j'ai le plaisir que ce corps me donne est trop important pour moi. Et on parlait de priorité tout à l'heure. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi de l'illustrer, de se dire que une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de transition chirurgicale, c'est parce que en fait, je tiens trop au plaisir que ce corps-là me donne. Et ouais, en fait, se dire, ça passe avant. Ça passe avant le fait de ressembler à ce qu'on dit qu'est un homme, pour moi. Je réalise à quel point, en fait, c'est vraiment un point important. Et à quel point, en fait, je ne devrais pas m'excuser de ça. Et justement, c'est prioritaire dans ma vie, mais tout comme une partie de ma vie entière est agencée autour du fait de kiffer. Mais dans mon emploi du temps, dans la façon dont j'ai choisi de mener ma vie.
et dans la façon dont je choisis de mener mes engagements politiques. La question de la joie et de comment la joie peut être un guide en permanence, même dans les moments d'engagement quand tu décides d'agir pour quelque chose, ben en fait, c'est hyper... pour moi, c'est central, quoi. Là, en vous écoutant parler, ça m'a fait penser aussi à une des peurs qui, je pense, est un peu genrée. Donc, j'ai un peu cette impression que, en tant que personne éduquée comme homme, on a cette sensation, et j'avais lu une expression dans La salope éthique qui parlait d'économie de la famine. Et quand on parle de peur, je crois que ça a été quelque chose qui a été assez présent pour moi et qui, je pense, est partagé par pas mal de personnes identifiées hommes. C'est cette impression que si ça se fait pas ce soir, ça sera plus jamais. C'est la dernière fois que ça va t'arriver. Et donc, du coup, cette sensation que si tu passes à côté, bah, c'est gravissime. Et donc, du coup, ça entraîne une attitude de « faut absolument que ça se fasse ». Et du coup, ça entraîne une pression. Et donc, du coup, ça entraîne des logiques de prédation, clairement. Enfin, en tout cas, je vais surtout pas lâcher. Et donc, du coup, je vais être insistant. Et donc, du coup, je vais essayer d'arriver à mes fins. Je vais négocier. Parce que j'ai au fond de moi cette croyance que si ça se fait pas là, ça se fera jamais. Et donc, du coup, c'est maintenant ou plus jamais de toute ta vie. Et lâcher ça, ça a été un truc hyper important. Alors, bien évidemment, ça a été facilité par la fréquentation des milieux sexpo où il y a quand même pléthore d'opportunités et puis il y a plein d'occasions diverses et variées d'avoir des interactions avec des personnes. Mais quand même, le fait de se dire « mais en fait, cool, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera dans une semaine. » Et évidemment que c'est facile de se dire ça quand on est dans l'économie de l'abondance et quand on a vécu ça. Et que quand on a soif, c'est facile de dire « non, mais t'inquiète pas, tu vas trouver une oasis où tu pourras te désaltérer ». Ouais, n'empêche que là, tu as soif et que, en fait, entendre dire ça, ça règle pas le problème. Mais n'empêche que le fait de le vivre et de l'expérimenter, de le sentir, ça a été là aussi une délivrance de ouf. Et du coup, ça m'a permis de lâcher et de relâcher la pression, de me dire c'est cool en fait. C'est cool, ça va arriver, ça arrivera peut-être d'une façon où je m'attendais pas. Et du coup, j'ai été surpris plein de fois de me dire en fait, je vais lâcher ce que je croyais être vraiment. Fallait que je nique, fallait que j'ai cette meuf, fallait absolument que je rentre pas tout seul. Et en fait, quand on lâche, ça vient. Je vais pas dire que ça vient tout seul parce que c'est pas tout à fait vrai. Faut se mettre quand même dans des conditions d'ouverture et parfois aussi de changer son regard. Mais au final, la vie, elle est abondante, quoi. Il y a vraiment de l'abondance en fait dans la vie. Et parfois, il faut juste faire le pas de côté ou passer la dune en fait. Dans le désert, l'oasis parfois elle est cachée entre deux dunes. En fait, il faut juste arriver jusqu'à la crête et là, c'est l'Eldorado, quoi. Je crois qu'il y avait l'île. Je vais faire juste une très courte réaction parce que pour moi, l'abondance et le deuil sont vraiment liés. Moi, dans mon travail, la question du deuil, c'est central, c'est sur ça que j'accompagne. Et en fait, pour moi, le fait de se dire « ça n'arrivera peut-être jamais », c'est exactement la même chose de se dire « ça peut arriver tout le temps ». Et il y a vraiment un lien que je ne peux pas décrire parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti, qui à un moment se débloque dans le fait que si j'accepte que ça n'arrivera jamais et que je l'accepte vraiment, il y a un truc qui se relâche, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, surrender, tout ce que tu veux là, mais c'est ce truc de « ah oui, en fait, je perds, je suis vaincue ». Et du coup, il y a quelque chose en moi il y a comme quelque chose qui se réveille. Depuis, c'est comme un phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres, soudainement, autre chose renaît, qui va avoir une place beaucoup plus, entre guillemets, réaliste. Parce que, en fait, ces choses auxquelles on s'accroche, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir et où on a bien vu qu'on ne pouvait pas les avoir, donc du coup on s'y accroche, parce que comme ça on est sûr qu'on les aura jamais, puisqu'on va les poursuivre pour toujours, comme ça, voilà. Alors que si tu fais le deuil de cette chose que tu n'as pas pu avoir, du coup le désir qui va naître sera plus aligné avec ce qui est
ce qui est vraiment. Et l'abondance, c'est ce qui est vraiment. Ce qui me vient aussi en t'écoutant et auquel je pense depuis un moment, c'est que dans le milieu sexpo, on parle beaucoup du consentement dans le sens de poser ses limites, respecter les limites de l'autre et un côté aussi un peu culpabilisant sur le désir qui s'impose. Et en même temps, le désir, c'est quelque chose de tellement puissant que, effectivement, si on n'a pas appris à rester avec, en fait, c'est pas toujours évident, en fait. Et moi, je crois pas du tout à l'éducation punitive. Je me dis ça peut marcher à très court terme, mais sur le long terme, ça peut au contraire créer de la compulsion ou de la résistance ou de l'opposition. Et le désir, pour moi, c'est une sensation qui est très forte, qui est très intense. Et rester avec son désir pas accompli, c'est aussi, pour moi, une compétence, en fait, qu'on peut approfondir avec la méditation, par exemple. Et là, le tantra, je trouve qu'il y a un rôle énorme, où on peut vivre des choses qui suscitent énormément de désir, sans y céder, et en restant avec en pleine conscience. Et je trouve que là-dedans, il y a un vrai truc qu'on peut approfondir dans les milieux sexpo en termes d'éducation, quoi. Ça me parle. Et qui est pas culpabilisant. Ça me parle beaucoup parce que, en effet, j'ai l'impression que c'est un peu comme un gâteau dont on découvrirait au fur et à mesure les différentes couches. Et je trouve que quand on se plonge dans ces questions de sexualité, bien évidemment, on s'attaque par le glaçage. La question du consentement, elle est centrale, elle est hyper importante. Mais en fait, derrière, je pense qu'au-delà de l'éducation au consentement, après, en fait, il y a une éducation au désir. Et puis après, peut-être qu'en dessous, il y aura l'éducation au plaisir. Et puis peut-être qu'après, en dessous, à chaque fois, je trouve qu'il y a une nouvelle couche qui s'ajoute. Et c'est vrai qu'une fois ce travail fait autour du consentement, c'est vrai que cette question de comment on gère le désir, c'est un truc qui me paraît être un peu l'étape d'après. Et que du coup, finalement, il y a tout à penser aussi. Enfin, il y a déjà un gros bloc à penser autour du consentement et qui est essentiel parce que, en fait, quand on ne respecte pas le consentement, voilà, c'est ça le fond de ma pensée. Quand on ne respecte pas le consentement, le problème, c'est qu'on tombe dans l'agression, dans les viols, etc. Et donc, c'est le gros truc qu'il faut éviter parce qu'on ne veut pas que les gens violent et agressent. Mais en fait, si on veut arriver au niveau plus 10, en fait, je crois qu'il y a aussi à aller chercher autour de l'éducation au désir et au plaisir. Je veux juste bien faire une comparaison où je me dis que c'est peut-être pas finalement tant le niveau d'au-dessus, la manière dont je le vois, parce que, par exemple, si je fais un parallèle avec la compulsion alimentaire, il me suffit pas de me dire si je mange ce paquet de gâteaux, ça va avoir des conséquences que je ne veux pas pour réussir à pas le manger. Et dans la sexualité, c'est beaucoup plus dramatique parce que ça a des conséquences sur les autres et qui peuvent être traumatisantes. Mais du coup, pour moi, ça me semble d'autant plus important d'apprendre à rester avec un désir sans y céder pour que ce soit durable, en fait, le respect de ce consentement-là. Je voulais aussi enchaîner avec mon histoire par rapport au désir, au plaisir. Et en plus, je pense que les choses que j'ai à dire peuvent nous amener assez facilement vers la suite de ce que je voulais aborder. Je te rejoins pas mal parce que j'ai un passé agressé, etc., étant enfant. Moi, j'ai eu mon premier orgasme à 7 ou 8 ans dans le cadre d'un attouchement sexuel. Que j'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle, puisque j'avais 7 ou 8 ans et je savais pas que le sexe c'était sale, enfin j'avais pas encore appris tout ça. Et j'ai aussi eu ce truc de victime de « oh mon Dieu, ça devrait impacter ma sexualité, comment ça va se passer à l'âge adulte ?» Et j'ai aussi été éduquée dans un milieu dans lequel on parlait pas du tout de sexe, puisque j'étais dans une secte. J'étais dans un groupement religieux qui s'appelle les Témoins de Jéhovah.
Et dans ce groupement-là, on ne parlait pas du tout de sexualité. Et la seule éducation sexuelle que j'ai eue, ou le seul accès, parce que même à travers le cinéma, les œuvres d'art, les musiques, etc., je n'avais même pas accès à oui, des choses mainstream autour du sexe. Le seul accès que j'ai eu, c'est à travers l'école. Donc, j'ai appris à mettre des capotes sur des bananes. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais à propos de la sexualité. Et que ça pouvait faire des maladies, que c'était grave et tout ça. Donc, ça me faisait très peur. Et en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant dans ma façon d'approcher mes désirs et mon plaisir, parce qu'en fait, je n'ai pas eu accès à l'information que pour une femme, ça pouvait être compliqué d'avoir du plaisir. Je ne savais pas ça, en fait. Je l'ai découvert après, moi, être rentrée dans la sexualité, avoir commencé à en parler avec des copines. J'avais une vingtaine d'années, parce que j'ai quitté Témoin de Jéhovah à 18 ans. Donc, j'avais à peu près une vingtaine d'années. La première année, j'avoue que la première année de ma sortie, le sexe, c'était un peu le cadet de mes soucis. Et en termes de transgression par rapport à mon éducation initiale, c'était tellement fort que de toute façon, c'était pas un truc qui m'attirait. Là, mon gros enjeu, c'était déjà de m'autoriser à lire certains livres, aller au cinéma, boire de l'alcool, enfin des choses qui étaient un peu plus... qui étaient prioritaires dans l'accès, on va dire. Mais c'est en discutant avec des copines et tout que j'ai compris qu'en fait, c'était compliqué d'avoir du plaisir par pénétration ou même du plaisir tout court en tant que femme, et des orgasmes, j'en parle même pas. Alors que moi, ça a toujours été facile, en fait. Du coup, je te rejoins. Bon, ça a commencé... j'ai commencé ma vie sexuelle, finalement, même en autosexualité, après mes 18 ans, quand je me suis autorisée. Alors, il y a eu tout un travail sur les hontes, qui est lié à la religion. Je suis pas sûre d'avoir hyper envie d'en parler là, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui va concerner beaucoup de gens, mais c'est un truc sur lequel, pourquoi pas dans le live, s'il y a des personnes qui ont envie qu'on en parle, on pourra en parler, parce que j'ai eu des discussions en privé avec des femmes qui ont été élevées dans la religion musulmane, par exemple, qui m'en ont parlé aussi de ce truc sur le plaisir et la non-reconnaissance de son corps et tout. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que comme j'avais pas conscience qu'il était possible de pas prendre du plaisir, en fait, je me suis pas du tout fait de blocage là-dessus. Et moi, j'ai jamais eu de difficulté finalement à avoir du plaisir pendant la sexualité, simplement pas par ma vulve externe. Et j'ai fait un travail avec des psys, etc., pour me demander si ça avait un lien avec l'agression que j'avais pu recevoir étant enfant. Et en fait, il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de lien, comme il se peut qu'il y en ait. Et en fait, on a un stade où j'ai décidé que c'était pas très très important. En fait, voilà. C'est pour ça de tout. Et du coup, je prends du plaisir d'une autre manière. Donc, aujourd'hui, depuis déjà maintenant quelques années, c'est le fait... je le vis vraiment comme une revanche, en fait. Je le vis vraiment comme un truc très féministe, en fait. Et quand j'ai rencontré les milieux sexpo, ça a été un truc assez important pour moi de découvrir, par exemple, j'étais très en colère d'apprendre que, en fait, l'éjaculation féminine... Alors, je ne connais pas de mot qui serait inclusif pour dire éjaculation féminine. Vous en connaissez un? Fontaine ou squirt. Squirt, mais du coup, c'est le mot anglais. Ouais, mais fontaine. Ou fontaine. Mais fontaine, certaines personnes peuvent confondre avec la douche dorée ou ce genre de choses. Du coup, je trouve le mot moins précis. Mais disons que j'étais très en colère d'apprendre que mon corps pouvait être capable de ça et qu'on ne me l'avait pas dit, ou alors on l'avait stigmatisé dans les pornos comme étant un problème. Et pour moi, faire ce genre de partage aujourd'hui, en fait, c'est une forme de militantisme vraiment important pour moi, de juste dire que ça existe. Alors, on ne va pas vous apprendre à squirter aujourd'hui parce que, bon, déjà, YouTube n'est pas prêt. Est-ce que vous êtes prêts là? On en est à 9 talks. Vraiment, vous étiez prêts ou pas? J'ai encore des doutes au moment où on tourne ça. YouTube n'est pas prêt. Et puis, je pense que c'est des choses, j'ai envie de vous inviter à aller en atelier et le découvrir dans des milieux sexpo. Mais le simple fait de dire c'est possible pour un corps qui a une vulve de vivre ça, pour moi, c'est de la même manière que tu as parlé de la prostate tout à l'heure. Je sais pas si tu auras l'occasion d'en parler parce que le talk est court, mais il y a un truc que j'ai envie de placer, le fait qu'il est possible pour quelqu'un qui a un pénis de jouir sans éjaculation. Ça, c'est aussi un truc que j'ai appris dans les milieux sexpo. Moi, j'étais là, ah bon? Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et donc moi, mon rapport au désir et au plaisir aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de prendre sa place, en fait. C'est vraiment cet enjeu-là qu'il y a derrière ça. C'est pas tant que le plaisir sexuel, je le trouve extraordinaire ou que je le recherche, etc. Mais il y a vraiment une notion de prendre sa place. Et même aujourd'hui, dans mes désirs, je vois que... ça, pour le coup, je pense que c'est l'éducation en tant que femme. Hein.
J'ai beaucoup de mal à exprimer mes désirs, même encore aujourd'hui. Je parlais dans un précédent talk du fait d'avoir fait un gangbang, d'avoir organisé un gangbang. Bon, bah, c'était un truc pareil, il fallait que je formule une demande, que je mette sur la table mon désir. On en avait parlé toi aussi avec ton fantasme que tu réaliseras, j'en suis sûre. Ce sera peut-être fait au moment où la publication, mais voilà. Ou pareil, il y a un enjeu de désir en fait, et de pouvoir exprimer notre désir et de juste se poser la question, ok, qu'est-ce que je veux ? Même encore aujourd'hui pour moi, malgré le fait que j'ai moins de mal avec le plaisir qu'avec le désir. En fait. Le plaisir physique et tout, ça marche. Après, il y a des choses sur lesquelles ça ne marche pas, en tout cas c'est de la manière attendue. Et donc, il peut y avoir des mécanismes de honte ou d'attente que je peux avoir, genre typiquement des partenaires qui me disent « Viens, je te mets au centre, t'es ma déesse, je m'occupe de toi, puis moi je suis là, je m'endors ou je ressens rien, ou enfin ce genre de choses. » Mais c'est vraiment plus assumer ses désirs et assumer ses non-désirs aussi. Par exemple, en ce moment, parce que je suis en train de faire des projets géniaux comme celui-ci, et depuis plusieurs mois, ou par période, j'ai eu une autre période aussi, il y a genre 1 an ou 2, où j'ai eu plusieurs mois comme ça, sans trop de libido. Un peu ce truc de, mon Dieu, mais je pense qu'on en parlera un peu plus dans Sex Vanille après, mais ce truc dans le couple, qu'est-ce que je fais du désir de l'autre qui est très débordant, et qu'est-ce que je fais de mon non-désir? Est-ce que je vais au-delà? Est-ce que pas? Enfin, ouais. Je sais pas si vous avez des réactions. Par rapport à ce que j'ai dit avant sur la soumission et le féminisme, tu m'as fait voir quelque chose, enfin plutôt avoir la traduction de ce que je pensais. C'est qu'en fait, au lieu de se poser la question de est-ce que être soumise au lit c'est féministe, ce serait de se poser la question est-ce que en fait le fait de t'autoriser à prendre ce plaisir c'est féministe. Et je pense que ce serait beaucoup moins stigmatisant et aussi moins de pression, parce qu'au final, en fait, presque peu importe ce que tu aimes, c'est, comme je l'ai dit avant, mais en fait, c'est ultra badass d'aller vers ça, quoi, de vivre ton plaisir, quoi. J'aimerais quand même faire un second point qui m'est en tête depuis avant. C'est, je trouve que c'est beaucoup plus dur, en tout cas pour moi, de recevoir du plaisir que de le donner. Je me vois bien dans mes relations sexuelles de me dire c'est pas grave si je passe je ne sais pas combien de temps à branler un mec ou à le sucer et avoir une crampe à la main, mais par contre quand il est en train de s'occuper de moi, je me demande j'espère qu'il s'ennuie pas, j'espère qu'il se fait arracher, enfin voilà, j'espère que c'est pas trop long pour lui, oh non, bah alors là il faut que j'atteigne l'orgasme assez rapidement et tout, et tu te mets cette pression en fait, et je trouve que de recevoir genre ouais, juste recevoir purement, c'est-à-dire même pas recevoir en disant oui, mais du coup après je vais lui redonner. Ouais. T'sais, genre non, juste tu reçois. En fait, c'est ultra dur. C'est pas que dans la sexualité, hein, de recevoir en général. Enfin, je pense qu'on le voit bien. Rien que de recevoir des compliments, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se justifier. Genre ah t'es belle aujourd'hui. Ouais, mais non, mais en fait j'ai fait un soin hier, c'est pour ça que juste t'es belle. Point. Il y a les compliments. Évidemment, je suis obligée de faire le parallèle avec l'argent aussi, parce que j'aime trop parler d'argent. Mais recevoir, je pense que c'est dur. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'éducation au fait de recevoir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. D'ailleurs, tu peux recevoir sans être redevable. Genre juste recevoir. Et je trouve que ce serait intéressant qu'on mette de la conscience sur la façon dont on commence un rapport sexuel et de se demander est-ce que je le commence de cette façon-là parce que je ne veux pas m'autoriser à recevoir. Moi, je vois plein de rapports sexuels que j'aurais commencé à me dire je vais m'occuper du mec et je vais faire ci et je vais faire ça. Et au moins, si après il veut s'occuper de moi, je peux penser à moi, parce que je lui ai déjà donné ce qu'il avait envie, donc au moins je peux penser à moi. Et c'est nul. La notion de care, hein. C'est la notion de care quand tu as été sociabilisé pour porter de l'attention à l'autre. Exactement. Et moi, je le vois, c'est pareil. Enfin, recevoir des cadeaux, c'est dur aussi. Hein. Ouais. On parlait un peu de vénération les derniers jours, là, le fait de se dire, OK, il y a une personne au centre qui va recevoir de l'attention de plusieurs personnes.
Mais pour moi, c'est genre hyper challengeant, en fait. Pourquoi je suis passée dernière, tu crois? Mais c'est là en mode, ok. Et là, c'était sur une interaction courte avec 3 personnes. Enfin voilà, je vois, 3 c'était- minutes, Voilà. c'était pas avec des gens Mais- qui étaient déjà connus. Mais enfin, je vois tu sais, les fantasmes de vénération et tout. Je me dis, mais genre, je suis pas prête. Et c'est marrant parce que c'est aussi la capacité à recevoir. On en parle beaucoup sur l'argent, mais la capacité à recevoir du plaisir au niveau de la sexualité, c'est la même chose, quoi. Faut s'autoriser à se dire, ok, en fait, je le mérite. Au-delà de je le mérite, il y a le droit, quoi. J'ai le droit Mm. et C'est même pas une c'est histoire de ok, mérite, quoi. c'est juste... j'ai le enfin, c'est droit. un mérite inconditionnel, quoi. C'est Oui, pas, non, mais c'est ça. C'est ouf, quoi. Et ça, ouais, c'est quelque chose que je vois souvent, les personnes qui se disent « Ah ouais, mais non, mais moi, ça va. » Oui, mais en fait, si tu prends pas de plaisir dans ta sexualité, en fait, ton désir, il va pas se manifester parce que désirer, c'est anticiper du plaisir. Mhm. Donc, ben, la première étape, c'est d'abord de retrouver ce plaisir-là. Et bon, ça fait une belle transition que j'avais envie de faire, c'est cool. Souvent, en fait, il y a de la douleur qui est associée à la sexualité. Et du coup, ça crée aussi de l'angoisse. Mhm. Que ce soit de la douleur ou que ce soit de la souffrance par rapport à une relation, par rapport à des enjeux, des choses comme ça. Mais en fait, à partir du moment où il y a de l'appréhension, du coup, ça coupe le désir. Il n'y a plus de libido, quoi. Parce qu'on est dans l'anticipation de la souffrance, de la peine, de la douleur. Et donc là, on se retrouve à faire des belles stratégies d'évitement. Et du coup, j'ai envie de dire un truc, c'est pas ok d'avoir mal, en fait. Quand on a mal, en fait, il y a des solutions et Lubrifiant. il y a du lubrifiant, ouais. Et en fait, on a beaucoup parlé de honte, de conditionnements sociaux. Et en fait, nos corps, ils sont pas indemnes de ça. Ce qui fait qu'on peut avoir hyper envie dans la tête, genre être en mode ouais, si c'est ce soir, c'est le soir et tout, se chauffer et tout, et finalement arriver à des moments où le corps ne suit pas du tout. Mhm. Donc il y a le désir qui est dans la tête, mais l'excitation, c'est ce qui se passe au niveau corporel, est pas du tout là. Donc c'est des personnes qui vont avoir du mal à avoir des érections, c'est de l'absence de lubrification, ça va être des contractions réflexes du périnée qui vont empêcher des pénétrations. Et mais pourtant, on se dit, mais je comprends pas, j'en ai hyper envie. Et ça n'a rien à voir. Tu peux avoir hyper envie, mais que ton corps, en fait, il soit pas prêt. Et il soit pas OK. Et que pour lui, il y a un danger qui fait que ça coupe tout. Et c'est pareil, ça, une fois qu'on sait que on n'est pas anormal, on n'est pas cassé, il faut juste aller voir le pourquoi. C'est un symptôme. Et une fois qu'on a le symptôme, il faut rechercher la cause. Donc c'est un petit travail d'enquête. Et après ça... on travaille dessus et ça s'apaise. Donc c'est chouette. Moi, j'ai envie de dire ça. Il y avait une question, je sais pas, vous voulez réagir à... Ouais, je voulais dire, tu disais c'est pas ok d'avoir mal. Et Oui. Je sais même pas si tu... Enfin, en tout cas, il y a un enjeu de mal physique. C'est pas ok d'avoir mal physiquement. Mais un point qu'on néglige souvent, c'est pas ok d'avoir mal émotionnellement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tolérance à la souffrance romantique et érotique et tous ces enjeux qui seraient complètement normaux, que ce serait normal de souffrir en couple, ce serait normal de souffrir, de s'empêcher de coucher ailleurs, ce serait normal de souffrir. En fait, tous ces espèces de trucs où, en fait, c'est de la souffrance émotionnelle. Et en fait, je veux faire un parallèle avec ce que tu disais, Déborah, sur accepter de recevoir et tout ça. En fait, je pense qu'il y a un enjeu qui est au-delà de recevoir et donner, dans le sens où c'est clair qu'il faut accepter de recevoir, hein, mais il y a aussi un truc de l'ordre de accepter ce qu'on kiffe. Je reviens au truc du début. Ce truc de, en fait, des fois, tu vas accepter de recevoir et tu vas voir qu'en fait, recevoir, ça te fait chier de ouf. Et que c'est juste pas ton délire, tu vois. Et en fait, c'est cet enjeu de qu'est-ce que je kiffe vraiment. Parce que quand on a un enjeu à accepter de recevoir, c'est peut-être parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est ne jamais donner aussi, des fois, tu vois. Et en fait, accepter que c'est OK que juste donner, ça te fait pas kiffer. Et ça, c'est genre, OK, en fait, j'ai le droit de pas aimer donner. Est-ce que j'ai le droit d'exister, de ne pas aimer donner ? Et il y a ce truc de, à quel moment tu peux te dire, je ne fais que ce qui me plaît, en fait. Ce que je kiffe, ce qui me remet en joie, ce qui me fait plaisir, ce qui m'apporte ce que j'ai envie de vivre, en fait.
Et bien sûr que sur le chemin, il y aura des petites embûches et des petits moments où on en chiera, quoi. Mais ce truc de je ne lâche pas le fait que je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire, en fait. Et je ne fais pas. Juste, j'arrête. Que ce soit donner, recevoir ou quoi que ce soit, en fait. Juste, j'arrête de faire ce qui ne me fait pas kiffer. Ouais. Trop bien. Et en même temps, pardon, je voulais. Vas-y. En même temps, faut pas que ça devienne une excuse non plus à invisibiliser le désir de l'autre. C'est-à-dire, je fais que ce que je kiffe, mais j'oublie pas qu'il y a une altérité en face. Parce qu'en fait, si je ne veux penser qu'à mon désir et basta, j'ai un peu cette image de la personne éduquée homme qui jouit et qui après s'endort. Non. Donc il y a aussi ce truc de ne pas. Ça me fait penser à la question de la norme. C'est-à-dire que je pense que ce qui est normal, c'est de faire ce qu'on aime, mais dans une forme d'équilibre. Et ce qui est normal, c'est peut-être de justement changer la norme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la norme, c'est malheureusement, on vit dans une société sexiste et genrée, et la norme aujourd'hui, c'est le plaisir de l'homme en pour pas dire pire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est changer cette norme-là, en fait. Je trouve que c'est pas normal, en fait, qu'il y ait des personnes qui s'endorment sans avoir ne serait-ce que pensé au plaisir. C'est pas normal, en fait. Et du coup, quelque part, c'est normal de réclamer sa part de plaisir dans une relation, en fait. Parce que sinon, en fait, juste allons nous masturber, quoi. Enfin, tout seul, autant faire. Ouais, je vois que c'est un peu. Je sens bien qu'il y a un truc un peu glissant parce que je vois bien que ça fait écho à ne faire que ce qu'on veut et que ça peut être pris en fonction de où on parle du spectre du genre de façon différente. Parce que ça peut devenir une injonction à je dois faire plaisir à l'autre et à ne pas s'écouter. Mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu de réciprocité quand même. Si je devais reformuler, moi, ce que je vois là, c'est en gros t'autoriser à faire que ce que tu veux et ne pas faire ce que tu veux pas, mais juste trouver des gens où il y a un match de volonté, quoi. Genre si la personne avec qui tu as ta vie sexuelle actuellement, en fait, elle veut des choses que toi tu en veux d'autres, aucun des deux ne doit se forcer. Et vous pouvez juste choisir, du coup, pas ensemble, quoi. Enfin, c'est pas grave, on va trouver autre chose. T'aimes bien aller au cinéma, on va faire ça, du coup. Il y a plein d'autres trucs à faire, quoi, que du sexe, si on n'est pas d'accord. Je sais pas si c'était un peu ça que vous essayez de dire. Ouais, en tout cas, je pense que ça résume bien. Merci d'avoir exprimé dans ces mots parce que ça. Il y a Dani qui voulait réagir depuis tout à l'heure. Ouais. Oui, quand je t'écoute, ce qui me vient aussi, ce que j'entends aussi, c'est de la prise en compte, en fait. Juste de la considération, c'est ça. Ouais, voilà. Merci. Pas de la culpabilité de « Ouh là là, j'ai eu du plaisir, alors il faut que je donne la même dose de plaisir ou un peu plus, comme ça, je culpabilise pas. » C'est quand même moi qui donne le plus, donc ça va. Mais juste, moi j'ai envie de choses qui me font du bien, mais je suis en relation et donc j'ai aussi envie que l'autre se retrouve dans cette relation et effectivement où est-ce que ça match et où est-ce qu'on se retrouve ensemble. Mais je vois aussi que je vais aussi dans ton sens parce que je vois qu'encore aujourd'hui, moi je mets vraiment beaucoup de temps à aller vers la génitalité des autres personnes. Et du coup, quand par exemple D'ailleurs, le Sexpo m'a vachement apporté dans la distinction de sexualité et génitalité. Mais du coup, quand on va me donner du plaisir génital, très vite, je peux avoir des pensées du type « Ouh là là, mais on va attendre la même chose de moi et moi, j'ai pas encore envie, en fait. » Et alors que les personnes avec qui je suis n'attendent pas forcément ça de moi. À ce moment-là, c'est de ça qu'elles ont envie. Elles ont envie de me donner du plaisir génital, quoi.
Et cet automatisme bon, on me fait un truc, on me fait un cuni, alors je dois sucer, tu vois, un truc un peu comme ça. Ou alors faire un cuni, voilà. Je pense que c'est aussi vraiment un conditionnement et que ça vaut le coup de vérifier, en fait, juste pour lâcher prise et recevoir si à ce moment-là, l'autre, c'est ce qui lui fait kiffer, c'est de donner. Et, ouais, voilà, c'est ce qui me Du coup, t'entendre et puis voir les réactions, ça me permet d'affiner mon propos. En fait, je pense que c'est la question de la différence entre égalité et équité et de l'hétérogénéité des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins. Chaque personne a ses propres besoins. Et ce qui est important, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire là, c'est au final, c'est pas de prendre un chrono et de dire « t'as eu tes 20 minutes de plaisir, je veux mes 20 minutes de plaisir ». C'est de dire, en fait, tu as des besoins et comment on va faire pour les honorer. Et moi, j'ai des besoins qui sont peut-être différents. Peut-être que tes besoins, ils prennent plus de temps, mais ils seront différents dans le temps. Peut-être que moi, ils sont plus rapides, mais peut-être plus fréquents. Ou peut-être que juste... Et puis en fait, au final, on s'en fout si on est tous les deux contents. Et si nos besoins, ils sont répondus, bah, si les tiens, ils prennent 2 heures et moi, 3 minutes, bah, en fait, on est juste contents tous les deux, quoi, au bout du compte. Et je pense que c'est ça, en fait, que je voulais dire par rapport à la norme, c'est que j'ai l'impression parfois, on met trop la focale sur certains besoins et pas d'autres. Et je pense que, en fait, dans la norme, c'est que chaque besoin, et du coup, ça me permet de faire la boucle avec ce que tu dis, de faire que ce qu'on a envie et en fait, écouter ses besoins et les partager. Et du coup, ce que tu dis est vrai, c'est en fait, parfois, on n'a pas les mêmes besoins et peut-être qu'il faut trouver ailleurs ou changer de relation ou être dans des relations polyamoureuses. Enfin, chacun fait sa petite cuisine. Mais je pense que l'important, c'est écouter ses besoins, en fait, et y répondre. Rapidement, ça me donne envie de partager un des postulats de base de la communication non violente, qui est qu'à partir du moment où on se sent libre, spontanément, on a envie de contribuer aux autres. C'est un des postulats. Si je me sens obligée de te donner du plaisir, voilà. Mais à partir du moment où je me sens libre de faire un peu que ce que je veux, bah dans ce que je veux, il y a aussi contribuer. Il y a des chances aux personnes qui comptent pour moi, en fait. Mais d'une manière qui matche avec ce que moi j'ai envie aussi, quoi. Voilà, c'était juste ça. Moi, ça me fait finalement, pour un peu synthétiser ça, pour moi, un mot qui serait important, c'est la connexion. Connexion à soi et connexion à l'autre. Et le fait de partager une interaction, c'est déjà entrer en connexion avec l'autre. Parce que sinon, c'est juste je prends et je me casse. Et ça, c'est pas... c'est nul, quoi. Et du coup, le fait d'être en connexion à l'autre, et à soi, ça permet de dire, OK, qu'est-ce qui me fait kiffer? Et en même temps, OK, comment est-ce que je peux contribuer à ton kiff aussi? Parce que j'en ai envie. Ouais. Je fais vite. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup rassurée, c'est d'arrêter de noter, on va dire, la performance de l'acte sexuel que j'ai eu, donc sur recevoir, donner, que sur le moment T. En fait, j'avais pas compris, c'est simple pourtant, hein, mais j'avais pas compris que si je reçois le lundi, eh ben, je peux redonner le mercredi. Je suis pas obligée de redonner le jour même, en fait. Ou d'ailleurs, je suis pas obligée de redonner moi. Ça peut être le lundi, moi j'ai reçu et mon partenaire il est en mode oh, j'aurais trop eu envie de recevoir ou de ouais, et du coup que tu me donnes. Mais en fait, peut-être que lui va se donner le jour d'après à lui-même. Peut-être qu'il aura une autre partenaire ou un autre partenaire qui va pouvoir lui donner. Et le fait de ne pas prendre cette charge-là sur le moment T et que sur mes épaules, mais en fait, je trouve ça rassurant aussi. Je pense qu'au final, la qualité de la vie sexuelle, elle ne s'évalue pas sur un moment de ta vie sexuelle. Je pense que ça va nous faire une très bonne transition vers le talk de cet après-midi, qui sera pour vous la semaine prochaine, puisqu'on parlera de justement tout ce qui est injonction dans le couple, la libido, les relations sexuelles vanille, etc. Donc à mon avis, on va parler de ces sujets-là. Je pense qu'au niveau timing... C'est en un mot, parce que du coup, ce que ça me fait dire... Je sens que je suis fatiguée, j'ai beaucoup plus de mal à tenir le cadre que d'habitude. Vas-y. C'est juste qu'en fait, on est aussi les premiers responsables de notre propre plaisir. C'est ce que tu as dit. En fait, parfois, on a des envies et des besoins. Et en fait, si l'autre ne peut pas y répondre, ben en fait, prenons sur nous la responsabilité de se donner ce plaisir-là à nous, en fait. Et on est les premiers pourvoyeurs de notre propre plaisir.
Et je Pour trouve Wallis. que c'est ça aussi ce qui apporte le polyamour. Là, vas-y, tu vois. Propagande. Je la connais. Non, hein. mais- Si elle chope la parole comme ça, c'est qu'elle a- C'est que ça, ce qui apporte le polyamour, c'est aussi cette histoire d'abondance, quoi. Ok, Ouais. toi, en fait, ça matche pas avec toi, mais c'est ok, en fait. Et du coup, je t'impose pas mon désir, et c'est pas à toi d'y répondre. Il y a, Cette il y a- non-volonté il y a qu'il y plein ait de- une personne qui réponde à tous tes besoins. Ouais, c'est ça. Après, ça nous amène à un autre débat dont j'ai déjà débattu, mais sur l'idée du prince charmant en kit qui est pas non plus très agréable. De dire, bon, bah, toi, t'as pas ça, mais c'est pas grave. Je vais faire des Legos, ça va finir par marcher. Bon, c'est encore un autre sujet, mais juste pour terminer cette discussion, je vous propose que vous me donniez une chose, une notion que si vous l'aviez appris bien plus tôt dans votre sexualité, ça aurait vraiment changé la donne pour vous dans votre accès à vos désirs et à votre plaisir. Alors, il y en a certainement plein, mais juste une. Et on terminera là-dessus. Je veux bien qu'on commence par Marion, comme ça, on termine comme ça. Ok. Si c'est bon pour toi. Ouais, j'ai trouvé. Faut que je le formule dans le bon sens. Ok, ouais. Une interaction peut être très satisfaisante, peut avoir beaucoup de plaisir, et c'est pas grave s'il n'y a pas d'orgasme en fait. Je veux dire, avoir du plaisir sans orgasme, c'est déjà avoir du plaisir et c'est trop cool. Et jouir, ça veut dire avoir du plaisir, et avoir un orgasme, c'est avoir un orgasme. C'est deux trucs différents. Donc tu peux jouir pendant 1 heure sans avoir d'orgasme en fait. Voilà. J'ai pas d'idée. Je veux bien repasser après, mais là, j'ai pas d'idée. C'est assez complexe aussi. Peut-être je vais rester quand même avec la prostate et tout ce que ça représente en fait. De s'autoriser à aller explorer peut-être au-delà de la pénétration, au-delà de tout ce qui est normé et de tout ce qui est attendu, et s'autoriser à explorer des sentiers un peu plus cachés ou un peu moins battus, quoi. Moi, ce serait ce qu'on dit depuis le début, en fait. Soit de ce talk, soit de cette semaine. Mais de ton plaisir et ton désir ne sont pas honteux. Ouf. Ce serait tu n'es pas là où le seul à avoir ces désirs-là, à te poser ces questions-là. Donc voilà, t'es pas seul. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu? Ouais. C'est cherche les gens qui peuvent te donner le plaisir que tu mérites. Et moi, je vais conclure sur quelque chose qui est... Je pense que dans les relations hétérosexuelles, ça m'aurait pas mal aidé de savoir que j'étais actrice de mon plaisir un peu plus tôt. Je crois que c'est toi qui en a parlé. Enfin, plusieurs personnes en ont parlé. Et ben écoutez, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. C'était trop bien. Je suis au bout de ma vie tellement il y a d'informations et d'amour, mais c'était trop bien. Et je pense que ça va beaucoup aider. Je mettrai tous vos liens, ou en tout cas ceux que vous avez envie, en barre d'infos. Toi, tu as une chaîne, toi, tu as une activité. Tu fais des événements aussi Ouais, j'organise des événements. Ouais. Toi aussi, tu participes à l'organisation d'événements. Tu as aussi une activité de coaching. Toi, tu as un jeu. Tu as aussi une activité de coach. Enfin bref, il y a plein de... Allez voir, c'est des gens super passionnants. Et puis bah, écoutez, on se retrouve cet après-midi pour celles et ceux qui sont là. Et puis sur Twitch pour les autres, si vous le souhaitez. Yeah. Et merci. Merci à toi. Parce qu'en plus, c'est des scripts assez chiants. Enfin, pas chiants, mais c'est des scripts contraignants, en fait. Ouais. Parce qu'il y a effectivement la performance qui peut rentrer en jeu quand t'es un homme. Et ça, c'est dans le scénario. C'est le titre du film, tu vois. Tu dois être performant. Il y a en fait un espèce d'ordre dans lequel se passent les choses ou devraient se passer les choses. Et en fait, en matière de sexualité, on voit qu'il y a ce qu'on appelle donc des scripts sexuels qui évoluent avec la culture. En gros, aujourd'hui, le script, il serait de l'ordre de on se roule des pelles, on se déshabille. On est à un moment de la culture où il y a plus ou moins de masturbation mutuelle ou de sexe oral.
ce qui tend ensuite vers une pénétration d'un pénis dans un vagin, avec une éjaculation d'un pénis et la fin du rapport sexuel.